Bien sûr, il y a le recul du pouvoir d'achat qui pousse à consommer autrement. Mais il n'y a pas que cela, à en croire la dernière vague de l'Observatoire des consommations émergentes réalisée par l'Obsoco. L'achat de biens d'occasion, l'achat groupé, le désir d'acheter local ou encore le covoiturage sont aussi de plus en plus portés par le désir de donner du sens à sa consommation. Pour parler de ce rapport des Français à leurs achats qui change, j'ai invité Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université Paris Diderot et cofondateur de l'Obsoco. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Alors, première question pour bien comprendre de quoi l'on va parler. Qu'est-ce que vous appelez consommations émergentes? Qu'est-ce que cela regroupe? Comment peut-on les définir? C'est un ensemble assez éclectique, hétéroclite de pratiques qui ont en commun de s'écarter des formes marchandes ordinaires. Donc on va trouver ici des pratiques qui mettent en relation les particuliers directement, ce qu'on appelle aujourd'hui la consommation collaborative, des pratiques qui changent le type de relation entre les consommateurs et les producteurs, comme dans les AMAP ou toutes les formes de circuits courts, et puis enfin des formes de consommation où c'est l'usage qui est privilégié sur la propriété. Alors l'Observatoire des consommations émergentes de l'Obsoco fait le point sur la diffusion, l'essor de ces consommations émergentes dans la société. Alors, où en est-on? Nous avons suivi la diffusion de 19 pratiques de consommation émergente qu'on peut regrouper en 3 catégories. On a une première catégorie de pratiques qui est très largement diffusée auprès des Français, plus de la majorité des Français, et souvent bien au-delà sur chacune de ces pratiques-là. On peut considérer qu'en fait, c'est des pratiques qui sont rentrées dans la norme de consommation. Donc on a ici le don, très ancien le don, l'emprunt, l'achat de produits d'occasion, dans une moindre mesure la vente de produits d'occasion. Voilà, ça c'est la première catégorie. Ensuite, on a une deuxième catégorie de pratiques qui se cantonne à des cercles un peu plus étroits de consommateurs, qui ont des profils un peu plus typés en général, selon la pratique. Mais ce sont des pratiques qui bénéficient dans l'ensemble d'un mouvement d'adhésion et qui sont en train de se diffuser. Donc on va trouver ici l'achat de produits bio, ça fait déjà un petit moment que c'est parti, mais ça continue de progresser. L'achat groupé, on se met à plusieurs pour acheter un produit. Le glanage, le fait de ramasser des produits abandonnés dans la rue, et le fameux covoiturage que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc la dernière catégorie? La dernière catégorie, elle touche des publics beaucoup plus confidentiels, des taux de pénétration très faibles, tout au début, mais avec une audience pour ces pratiques qui est très forte. Les médias en parlent beaucoup et apparemment une certaine appétence pour les consommateurs. Donc on peut penser que ce sont des pratiques qui vont se développer dans l'avenir. Et là, on trouve la location, notamment la location entre particuliers, l'autopartage, les systèmes de type Autolib, l'achat mutualisé, on achète à plusieurs un produit qu'on va utiliser ensemble, puis les fameuses AMAP et les SEL. Les SEL sont les systèmes d'échange locaux, des systèmes où on va s'échanger des heures de service à l'échelle d'un quartier. Est-ce qu'on peut établir un profil type de ces adeptes de consommations émergentes? Non, c'est difficile. En fait, quand on porte un regard global sur ces 19 pratiques, on se rend compte que 60% des Français, d'une manière ou d'une autre, sont déjà significativement impliqués dans ces nouvelles formes de consommation. Même sans le savoir? Même sans le savoir éventuellement. Mais quand on est à 60%, vous voyez que c'est pas un groupuscule, c'est quasiment monsieur et madame tout le monde, avec des variantes selon les pratiques. Et en fait, s'il y a une telle diversité de pratiquants, en quelque sorte, c'est parce que les motivations qui sous-tendent cet engagement dans ces formes de consommation, ces motivations, elles sont diverses. Alors, on y vient, ces motivations. Quelles sont-elles? Alors, on sait qu'il y a les pressions sur le pouvoir d'achat, mais il n'y a pas que cela. Pas que ça. Alors, il y a des considérations. En fait, il y a un triptyque. C'est ça qui rend les choses très puissantes. Il y a des facteurs technologiques sur lesquels je ne vais pas m'apesantir. Internet a complètement bouleversé la donne dans la matière. Ensuite, il y a des considérations économiques et des considérations d'ordre symbolique. Considérations économiques, vous mettez le doigt dessus, c'est effectivement le contexte de pouvoir d'achat. Quand le pouvoir d'achat se fait rare, il faut acheter malin. Et c'est une forme d'achat malin. Ça permet de se procurer ce dont on a besoin ou ce dont on a envie, pour moins cher, tout simplement. Je ne m'étends pas, ça va de soi. Il y a même des formes de consommation émergente qui permettent de récupérer du cash. Quand vous vendez un produit... Sur le Bon Coin, par exemple, vous récupérez de la liquidité. Donc c'est évidemment porté par la crise, même si ça ne se réduit pas à ça. D'ailleurs, on a mis en évidence une relation statistique entre le degré d'engagement des Français dans ces pratiques de consommation et l'intensité de la contrainte budgétaire ressentie. Donc il y a clairement un facteur économique. Et sur les symboles, alors? Il n'y a pas que ça, effectivement. Il n'y a pas que les gens fauchés, en gros, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui s'adonnent à ce genre de pratiques de consommation, parce que ça répond à autre chose. Ça répond à autre chose, une quête de sens, vous l'avez dit en introduction. Quand on interroge les gens sur pourquoi vous faites ceci ou cela, très souvent, ils vont vous déclarer, je ne dis pas que c'est le réel motif, mais ils vont déclarer des motivations responsables. C'est bon pour la planète, c'est bon pour mon quartier, c'est bon pour l'emploi, etc. Voilà, donc des motivations altruistes, en quelque sorte.
Derrière ces pratiques, il y a aussi très souvent l'expression d'un besoin de lien social. C'est des pratiques qui mettent en rapport les gens, hein, très souvent. Et donc ça témoigne de l'engouement de la société française actuellement pour l'horizontalité. Et en négatif, la défiance à l'égard du vertical, ce qui nous surplombe, ce qui nous vient d'en haut, notamment le rapport aux institutions, y compris les institutions marchandes comme les grandes marques, ou la grande distribution. Voilà. On peut parler de rejet de la société de consommation telle qu'elle est, ou c'est un petit peu rapide comme raisonnement? C'est trop rapide. C'est trop rapide. Une grosse partie de notre observatoire consiste justement à évaluer la nature de la relation des Français à la consommation. Et là, on se rend compte que c'est très ambigu. Et pas seulement en opposant les pros et les pour, hein, les contre, pardon. Chacun d'entre nous a un rapport très partagé. Je vais vous donner une illustration à partir des résultats de l'enquête. 78% des Français estiment que les gens passent trop de temps à gagner de l'argent plutôt que de profiter de la vie. Une sorte de critique de l'importance qu'on accorde à la consommation. Mais dans le même temps, 71%, donc une proportion un peu similaire, hein, pensent que consommer contribue fortement au bonheur. Ah oui, donc un vrai paradoxe. Un vrai paradoxe qu'on retrouve à plusieurs endroits dans cette enquête. En fait, ce qu'expriment les répondants, ce qu'expriment les Français, c'est une envie de consommer différemment. Un Français sur deux aspirent à consommer mieux, et parmi eux, la moitié, c'est-à-dire donc un quart des Français, seraient prêts à consommer moins pour consommer mieux. Donc ce n'est pas un rejet en tant que tel de l'hyperconsommation, c'est plutôt l'envie de faire face à des aspects du modèle de consommation actuel qui ne nous plaisent pas, et d'autant plus qu'on est en période de crise, quoi. Si on se place du côté des enseignes et des grandes marques maintenant, ces consommations émergentes, pardonnez-moi, c'est une menace finalement? Alors, elles peuvent les percevoir comme ça, mais ce que je viens de dire à l'instant, que ces pratiques de consommation ne sont pas sous-tendues par un rejet de la consommation en tant que telle, c'est même plutôt l'inverse, hein. Quand on creuse statistiquement la relation, on se rend compte que les gens qui sont les plus engagés là-dedans sont plutôt les gens qui ont un rapport positif à la consommation. Donc certes, c'est une menace pour les grandes marques, les distributeurs, etc., parce que c'est une fuite hors de leur circuit, mais c'est quelque part aussi une opportunité, parce qu'ils ne sont pas rejetés en réalité. Ouais, ce ne sont pas les adeptes de la décroissance qui monopolisent ces consommations émergentes. On aurait tort de penser que c'est réservé aux bobos écolos. Vraiment, on n'en est pas là du tout, c'est beaucoup plus large que ça. Et à travers ces pratiques de consommation, les consommateurs envoient un message en fait, aux acteurs de l'offre traditionnelle que ceux-là doivent entendre. Et s'ils l'entendent, il y a une possibilité de rebond et de transformer ça en facteur de croissance. Ils sont en avance, les consommateurs. Je trouve qu'ils sont en avance. Ils sont en avance, ils expriment très clairement un ras-le-bol du côté déceptif de la consommation d'aujourd'hui, par exemple. Par exemple, ils condamnent massivement l'obsolescence programmée. Ça ne passe plus aujourd'hui. Ils condamnent les excès du marketing, des marques qui ont une relation au client qui manque de sincérité. Voilà, tout ça, c'est ça qui exprime l'engagement dans ces formes de consommation un peu alternatives. Et donc, c'est une forte incitation pour les acteurs de l'offre à entendre le message et à engager une transition vers un modèle de consommation qui s'écarterait du modèle hérité des 30 Glorieuses pour rentrer dans ce que j'appelle une économie des effets utiles. C'est-à-dire une économie où on privilégie l'apport de solutions aux problèmes des gens à la simple vente de produits. On en a marre d'accumuler des produits. Une économie qui est davantage fondée sur l'usage que sur la propriété. Une économie où la dématérialisation de la valeur permet d'envisager une forme de conciliation entre la croissance de la consommation et les enjeux écologiques que nous avons toujours devant nous. Et enfin, une forme de consommation où les consommateurs ne sont pas passifs comme ça à recevoir la marchandise, mais contribuent à des degrés divers à la création de valeur. Et là, c'est très en phase avec les tendances de la société. Et les enseignes et les marques réagissent, parviennent à prendre des initiatives qui vont en ce sens? Oui, ça commence. On commence à avoir, cette année, en 2013, on a vu quelques acteurs prendre des positions par rapport à ça. Je pourrais prendre l'exemple de Système U, qui dans ses supermarchés organise un système de location d'outillage de proximité. On pourrait parler d'IKEA, qui a annoncé qu'en 2014, l'enseigne systématiserait la vente de produits d'occasion dans ses magasins. Donc certains comprennent qu'il y a une fenêtre de tir ici, qu'il faut passer à autre chose. Et plus globalement, on s'attend à ce que les pouvoirs publics prennent des positions par rapport à ça. Mais pour le moment, ils freinent plutôt, puisqu'on voit que, par exemple, ils ont pris des initiatives pour limiter le Airbnb, la location d'appartements entre particuliers, pour protéger l'hôtellerie. Oui, pour l'instant, peu de prise de position du gouvernement sur ces questions-là. On vient de voter une loi sur la consommation qui est étrangement silencieuse sur ces aspects-là. Et puis, effectivement, on peut craindre que le gouvernement réagisse plutôt aux forces de pression, des lobbyistes qui se sentent attaqués par ces formes de consommation et plutôt cherchent à encadrer, à réfréner, etc. Alors que, très concrètement, ici, on a une formidable opportunité. Les consommateurs se disent prêts à changer la donne. Certains acteurs de l'offre commencent à prendre des initiatives. Il y a sans doute ici une opportunité pour engager le pays dans une transition
vers un nouveau modèle de développement qui permettrait de refonder la compétitivité de notre économie sur des bases plus modernes. Eh bien Philippe Moati, merci d'être venu faire le point sur la diffusion de ces consommations émergentes dans la société. Je vous donne rendez-vous en 2014 pour la prochaine vague. Avec plaisir. Merci beaucoup Philippe Moati.